Bonsoir, merci de nous rejoindre si c'est le cas. Le championnat 99-2000 a livré tous ses secrets. Vous allez tout savoir de cette ultime journée. Si vous avez suivi le multiplex, vous savez que ça a été très chaud. On va revivre ça ensemble pendant 1 heure avec bien entendu toutes les réactions, celles de ceux qui sont heureux, celles de ceux qui poussent un ouf de soulagement et puis également bien sûr ceux qui pleurent ce soir. Histoire de prendre un bol d'air avant de se lancer dans les guerres de tranchées, on va débuter par une rencontre presque de gala, c'est Saint-Étienne-Monaco. Alors pour les extraterrestres qui seraient arrivés sur Terre cette semaine, je rappelle que Monaco est champion de France de l'an 2000 depuis presque un mois. Les champions se déplaçaient à Geoffroy-Guichard avec pour unique objectif de permettre à Trezeguet, voire à Simonet, d'obtenir le titre de meilleur buteur. L'objectif des Stéphanois était plus collectif. L'équipe stéphanoise souhaitait accrocher la Coupe Intertoto. Philippe Jeunin en commentaire. Et c'est vrai que pour cette soirée de gala à Geoffroy-Guichard, on accueille avec ferveur cette équipe championne de France en titre, l'AS Monaco. Vous parliez, Hervé, de Coupe d'Europe, d'Intertoto. C'est vrai que ça manque à Saint-Étienne depuis 82, soit 18 ans. C'est énorme. Et les Verts veulent réussir en beauté. Mais attention à Trezeguet d'entrée de jeu qui tente de lober Jérôme Alonso. Ça passe au-dessus de la cage stéphanoise, cette tentative de Trezeguet. Buel est inquiet, Nouzaré est actif, les Verts également. Et on les retrouve, ces Verts, avec Pedron. Puis Jean-Guy Wallen tout seul pour l'ouverture du score en faveur de l'AS Saint-Étienne. Son premier but sous le maillot vert dans ce championnat de France de première division au capitaine stéphanois. Les Verts mènent 1-0 face à Monaco après 10 minutes de jeu. Les Verts encore avec Aloisio face à Christian Val. Aloisio qui est passé, qui tente sa chance en force. C'est à côté du but de Luzzi, le remplaçant de Barthez. Et attention à la réaction des hommes de Claude Puel et de Marco Simonet qui tente et ça passe pour l'égalisation. 4 minutes après l'ouverture du score stéphanoise, Marco Simonet marque son 21e but de la saison, le 12e à l'extérieur. Simonet avait également marqué à l'aller face aux Stéphanois. Rappelez-vous ce match magnifique, 2-2. Les Verts avec un ballon dans les pieds d'Alex, puis sablé, oublié par les Monégasques. Et la pression pour Philippe Christenval qui marque contre son camp. La même mésaventure était arrivée à Willy Sagnol à Sedan lors de la dernière sortie des Monégasques à l'extérieur. 2-1 pour les Verts. Les Monégasques sont malmenés, mais il y a Trezeguet dans la surface qui va tenter. Cette frappe passera à côté. Trezeguet qui devrait quitter l'AS Monaco. On parle du Milan AC, on parle de beaucoup de clubs. Et on parle également de l'arrivée du côté de Monaco, et bien de Marcelo Salas, qui joue à la Lazio de Rome, ou alors de Shabani Nonda. Attention au vert avec cette tête de gueule et le pied suite à la parade de Patrice Luzzi. Bernardi, ce jeune gardien corse qui a été enlevé au Gazélec d'Ajaccio, qui encaisse là le 3-1. 3-1, ce sera le score à la mi-temps. Et Robert Nouzaré peut souffler. C'est vrai qu'il y a de la pression, de la tension, de la passion au stade Geoffroy-Guichard. 35 000 spectateurs sont présents. Les Verts en seconde période avec Aloisio. Et cette fois, Luzzi qui détourne ce ballon face au Brésilien de l'AS Saint-Étienne qui a récolté d'un carton jaune. Il sera suspendu pour la première journée du prochain championnat. Il avait un match au-dessus de la tête, un match de suspension. Et Pedron qui tente un lob face à Luzzi, ça ne passe pas. La réaction monégasque sur coup franc avec Marco Simonet. Cette fois, ça frôle la lucarne de Jérôme Alonso. Alonso qui va dire également adieu au vert. Il sera remplacé par Roman Berezovski, le gardien international. Et attention à Marco Simonet encore, et Alonso qui répond toujours présent. Alonso, on vous l'a dit, remplacé par le gardien international arménien pour la saison prochaine. Et les Verts qui poussent dans les arrêts de jeu. Revel et la tentative de voler d'Alex, bloqué par Luzzi. Et ovation, grande ovation à Geoffroy-Guichard pour Jean-Marc Guillou qui fait son entrée. 3 ans à Saint-Étienne, 3 ans de bonheur. Il a tout connu, la remontée. Et il jouera les 7 dernières minutes de cette rencontre parce que lui aussi va quitter les Verts. Et Trezeguet ne marquera pas face à Alonso. C'est terminé. Les Verts s'imposent 3-1. Et les Verts, pour leur retour en première division, terminent 6e au classement. Oui, c'est la 9e défaite des Monégasques, mais les jeux étaient faits pour les Monégasques. Marco Simonet a marqué, ce qui n'est pas le cas de David Trezeguet. On verra tout à l'heure si Anderson a marqué. En tout cas, c'est un petit événement ce soir, puisque Saint-Étienne n'a plus disputé de match de Coupe d'Europe depuis 17 ans. La dernière sortie européenne des Verts était en 82 contre les Bohemians de Prague. Et Philippe Jeunin, vous le disiez, les Stéphanois ce soir sont en mesure de jouer dès juillet prochain la Coupe Intertoto. Vont-ils accepter de jouer cette Coupe Intertoto? Eh bien, c'est ce que va nous dévoiler certainement Robert Nouzaré au micro de Philippe Jeunin. Je pense que c'est trop dangereux au niveau du calendrier. Mais tant pis, je ne sais pas combien on est, on va 6e, 7e, mais on
on aurait signé en début de saison pour ça. On a pris beaucoup de plaisir. Et le dernier match, c'est le symbole de toute la saison. Alors si on devait retenir qu'un mot pour cette saison, ça serait lequel pour Saint-Etienne? Le plaisir. Merci. Voilà, excusez-moi, donc j'ai cru comprendre qu'ils allaient la faire, hein, cette Coupe d'Europe. Peut-être que Philippe Jeannin le confirmera. Non, ils ne la feront pas. Ils ne la feront pas, disent-ils, car ils sont 6e. On verra un petit peu ce que les clubs qui accepteront derrière de la faire. On va parler maintenant de la course à la Ligue des Champions. La situation, vous la connaissez, il y en a en fait deux situations de concurrence. Une première lutte entre Paris et Lyon pour la place qui mène directement à la Ligue des Champions. Une deuxième lutte entre Bordeaux et Lyon pour la place en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Celui qui restera sur le carreau devra se contenter de la Coupe de l'UEFA, ce qui est déjà pas mal. On va commencer par Lyon. Les Lyonnais qui pour l'instant sont en position de jouer ce tour préliminaire de la Ligue des Champions, mais ils sont bien placés les Lyonnais pour savoir que ce tour préliminaire est particulièrement dangereux. Ils pouvaient donc rêver mieux, la Ligue des Champions directe, mais pour conserver cet espoir, eh bien, les Lyonnais devaient s'imposer à Montpellier. Lyon-Montpellier, le résumé est signé David Berger. Oui, les Lyonnais avaient encore en mémoire ce triste souvenir de la première journée où Montpellier s'était imposé à Gerland sur le score de 2-1. On attend donc la revanche des Lyonnais ce soir, mais ce sont les Montpelliérains les premiers en action avec cette première frappe de Pataka qui normalement devrait rester à Montpellier la saison prochaine, tout comme son compatriote Gouveia. Et encore des Montpelliérains très entreprenants avec encore Pataka qui oblige la claquette de Grégory Coupet. Début de match difficile, très difficile pour les Lyonnais, acculés dans leur camp. Et du coup, eh bien, Franck Sylvestre ouvre le score après 20 minutes de jeu. Franck Sylvestre qui lui resterait également la saison prochaine en deuxième division. Il marque son troisième but de la saison. Son premier but, c'était en 85 avec Sochaux contre le Paris Saint-Germain. Il y a donc 15 ans, il était à l'époque au marquage de Dominique Rocheteau. Et puis 3 minutes plus tard, l'égalisation lyonnaise, un petit peu contre le cours du jeu. La réaction ne s'est pas fait attendre avec ce but de Pierre Lègle. Un but partout, match complètement relancé. Des Lyonnais 100% réalistes et Pierre Lègle qui relance donc ce match. Ballon pour Tony Vérel. On joue les 2 dernières minutes de cette première période. Vérel qui sent le démarrage de Sonny Anderson. C'est fait. Anderson qui centre. C'est en fait un tir qui surprend Rudy Rioux. Et voilà Lyon qui mène au score à la mi-temps sur le score de 2-1. 23e but cette saison de Sonny Anderson. Il l'avait rêvé. Sonny est en passe de le faire puisqu'il prend à cet instant la tête du classement des buteurs. Anderson qui permet donc à l'Olympique Lyonnais de conforter sa 3e place à la mi-temps. 2-1. Anderson qui a marqué la moitié, plus de la moitié des buts de Lyon cette saison et qui confirme qu'il est en forme. Pourtant, il avait un genou enflé et il a besoin d'une poche de glace après chaque entraînement. Diminué Anderson, mais réaliste. La seconde période avec des Montpelliérains de plus en plus pressants, bien décidés à quitter cette première division sur une belle note. Delaye qui se crée une première occasion, ça passe au-dessus. Ensuite, Tony Vérel qui essaie d'avancer. Match un petit peu fou, il y a du chaos dans l'air avec ici Anderson qui frappe, c'est le poteau qui renvoie. Lyon qui avait la possibilité ici de faire le break, de s'assurer une victoire logique. 3-1, eh bien ce n'est pas le cas. Il y aura du suspense jusqu'au bout dans ce match avec des Montpelliérains qui, on le rappelle, eh bien, sont plutôt dominateurs. Des Lyonnais acculés dans leur camp. Et ici la reprise à bout portant de Pataka. À Montpellier, il y aura probablement la grande lessive la saison prochaine. Beaucoup de joueurs sur le départ. Mais des joueurs qui tiennent justement à finir plutôt bien cette saison. Regardez encore ce joli mouvement avec Maolida qui frappe et qui réussit à marquer. Maolida qui a réussi à prendre la place ces dernières journées de Patrice Loco. Et bien Maolida récompensé de ses nombreuses offensives en seconde période. 2 buts partout, c'est logique pour des Montpelliérains qui n'ont absolument pas démérité, qui ont vraiment pris le jeu à leur compte tout au long de ce match. Et des Lyonnais qui ont vraiment joué avec le feu, avec plusieurs joueurs à vocation défensive qui sont entrés sur le terrain pour conserver ce résultat. Eh bien ça n'a pas marché et du coup les Lyonnais se font peur en cette fin de match. Et du coup le ballon va d'un côté à l'autre. Le centre maintenant au second poteau avec la reprise de Vicage de Roisseau. Ça passe au-dessus. Et c'était la dernière occasion de ce match. 2 buts partout. Et l'homme du match c'est peut-être Sonny Anderson. Et il y en a un qui a terminé sa carrière ce soir, c'est Pascal Baïs, le Montpelliérain. Bernard Lacombe, lui non plus, ne sera plus entraîneur de l'Olympique Lyonnais, c'est désormais officiel, il l'a annoncé. Et Luis Fernandez ne sera pas son successeur, c'est ce qu'a annoncé Jean-Michel Aulas en début de soirée. Sonny Anderson qui a donc marqué ce soir son 23e but et qui termine en tête du classement des buteurs, puisqu'on a vu que David Trezeguet n'avait pas marqué. Et Fabrice Poulain, vous êtes à côté d'un Sonny heureux. Oui, Hervé, à côté de Sonny Anderson heureux d'avoir fini bien cette saison 99-2000, meilleur buteur avec 23 réalisations, Sonny. C'est important pour vous?
Là, c'est important, surtout de marquer dans un match si difficile, un but chanceux, je peux dire. C'est vrai de finir, de voir se battre avec David pour le titre de meilleur buteur. Ça veut dire que de finir devant lui, un joueur comme lui qui tout le temps marque des buts, qui est en sélection de France, qui a un Euro devant lui. Je pense que lui aussi il méritait cette. Il fallait qu'il y ait un choix, il fallait qu'il y en ait un qui finisse meilleur buteur. Heureusement, c'était moi, mais bon, c'était le destin. Un but chanceux qui me donne le meilleur buteur, titre de meilleur buteur du championnat. C'était l'objectif quand même de Sonny Anderson en revenant en France et à Lyon notamment, eh bien de se batailler et d'être meilleur buteur du championnat de France. Moi, c'est sûr que dans ma tête, je n'ai pas pensé être meilleur buteur quand je suis venu. C'est surtout de réussir la première année. Parce que les gens, ils attendaient beaucoup quand je suis venu. Ils attendaient beaucoup à Lyon, beaucoup en France de mon retour. C'est qu'il fallait surtout réussir ce retour. Et après, bon, le meilleur buteur, c'est que je commençais à penser vraiment les 3-4 derniers matchs. J'ai vu que c'était peut-être possible de finir meilleur buteur. Avant, je n'ai jamais pensé. Aujourd'hui, surtout aujourd'hui, j'avais beaucoup pensé. Voilà Hervé, Sonny heureux et puis Lyon en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Oui, merci Fabrice et bravo à Sonny Anderson qui avait une forte pression au début de saison. On l'avait annoncé comme l'une des principales vedettes de ce championnat. Eh bien, il a été fidèle au rendez-vous. En tout cas, Lyon qui vient de faire match nul, on vient de le voir. Ça veut dire que Bordeaux pouvait, en gagnant ce soir, souffler la 3e place aux Lyonnais. Pour cela, il fallait que les Bordelais s'imposent à Furiani. Le résumé d'Éric Bénard. Bordeaux motivé à l'image de Michel Pavon. Les Bordelais savent qu'ils doivent gagner ici et qu'ils doivent compter sur un résultat de Montpellier face à Lyon. Alors Frédéric Antonetti, lui, il est plutôt détendu, même s'il joue l'Intertoto. Mais ce sont les Bordelais d'entrée de jeu qui prennent les choses en main avec ce ballon de Sylvain Wiltord pour Lilian Lasland. Lasland qui va frapper et premier arrêt des 2 points d'Éric Durand. Eli Bope plutôt confiant. Bordeaux dominateur et puis petit à petit dans la première période, Sébastien qui à son tour va prendre les choses en main. Renvoi d'Alicart, le ballon qui revient sur Nalis. Zwierczewski qui frappe à son tour et le ballon qui rase les poteaux d'Ulrich Ramé. Ramé qui discutera bientôt avec ses dirigeants, question transfert, juste après le stage pour Tignes. Derrière, Prince pour Jurietti. Accroché ou pas, les Bastiais réclament un pénalty. C'est Alicart qui était sur Jurietti. Monsieur Vessière fait signe de jouer. Et Bastia qui continue avec une ouverture de la Chuer pour Jurietti encore. Jurietti face à Bonicel. En 1 contre 1, il est passé, crochet et frappe de Jurietti. Et encore une nouvelle intervention de Ramé. Jurietti très en vue. Ramé très en vue, Bope un petit peu soucieux. Et regardez, on est à la mi-temps côté bordelais, on a l'oreillette. On sait que Lyon mène à Montpellier 2-1, mais on sait également qu'il faut gagner à Bastia de toute façon. Alors on continue d'attaquer avec ici un centre pour la tête de Lilian Lasland et le point, la main d'Éric Durand qui va sortir juste après cette occasion de Lilian Lasland parce que Durand est touché depuis quelques minutes à la cuisse droite. Et là, il souffre et il sort juste après, remplacé par Ali Boumnigel. Boumnigel un peu froid et les Bordelais vont en profiter. Regardez bien cette action. Tout part de Sylvain Legwinski. Et les Bordelais qui vont jouer à une touche de balle. Passe de Legwinski pour Lasland immédiatement pour Wiltord. Le face-à-face entre Wiltord et Boumnigel qui gagne son face-à-face 1-0. Pour les Girondins de Bordeaux, c'est le 13e but de Sylvain Wiltord cette saison, le 8e à l'extérieur quand même. Boumnigel peut-être un peu froid, alors Bordeaux mène 1-0, mais Lyon mène toujours à Montpellier. Et cette fois Sébastien qui attaque avec une frappe de nez, ça passe au-dessus, l'équipe de la Chuer attaque. Et à ce moment-là, Montpellier va égaliser contre Lyon. Et les Bordelais le savent, mais Bastia a un coup franc tiré par Jurietti, tête de Prince dans les 10 secondes qui ont suivi l'égalisation de Montpellier face à Lyon. Prince égalise, il n'y avait pas de hors-jeu, on le voit sur le plan large. Wiltord couvrait Prince et c'est un terrible coup dur pour l'équipe d'Ulrich Ramé, pour l'équipe des Girondins de Bordeaux. On s'énerve un petit peu du côté des Girondins de Bordeaux et on s'énerve tant et tant.
qu'après ce but de Prince, Pavon va prendre un carton. Il dit qu'il a dit à Monsieur Vessière, mais il n'y a pas confirmation de Monsieur Vessière, si tu continues comme ça, t'as qu'à siffler penalty. Et derrière, Savelic, après le match, prendra également un carton rouge. Beaucoup d'énervement. Bordeaux battu. Bordeaux, pas battu, mais Bordeaux qui ne jouera pas la Ligue des Champions, Hervé. Bon, et Bordeaux qui a terminé à 9, Eric. Alors, vous en parliez à l'instant, Eric Bénard. Et si vous avez suivi le multiplex avec nous depuis 20 h, vous l'avez vu, les Bordelais ont effectivement été en position de tour préliminaire de Ligue des Champions pendant une vingtaine de secondes, le temps de l'égalisation Bastiaise, puisque les Montpelliérains venaient d'égaliser contre Lyon. Donc, ils étaient déçus, bien entendu, les Bordelais. Et on va retrouver Jérôme Bonicel dans les couloirs de Furiani avec Gaëtan Huard. Oui, je suis en compagnie de Jérôme Bonicel. Jérôme, vous avez été en Champions League pendant 20 secondes, dit Hervé. Ouais, je pensais. C'est vrai qu'on y pensait y être, on a fait ce qu'il fallait, quoi. Encore une déception pour cette saison. C'est une grosse déception parce que vous attendiez vraiment à la faire cette Champions League. Ouais, je pense qu'on avait tout donné. On avait su relever la tête après la déconvenue de Calais. On a encore relevé la tête après la déconvenue de Lens chez nous la semaine dernière. Et c'est vrai que bon, être si près d'un exploit, parce que bon, on aurait été le premier club à faire 2 fois la Champions League, bon, c'est rageant, quoi. Maintenant, bon, mais écoutez, il y avait une bonne équipe en face, ils ont su attendre leur moment. Nous, on n'a pas su tuer le match quand il fallait, on a eu l'opportunité, on n'a jamais pu le faire. Donc bon, mais écoutez, on va rentrer à la maison déçus, puis voilà. Il y a quand même l'UEFA. Ouais, c'est déjà pas mal, ouais. C'est déjà pas mal, mais bon, quand tu vois que bon, presque que tu y es presque, bon, et que tu le sens, que tu vois le chrono presque s'arrêter et te faire reprendre comme ça si peu de temps de la fin, bon, c'est rageant, quoi. Bah, bonne chance pour l'année prochaine en UEFA. Voilà. Merci Jérôme. Ouais, bravo quand même aux Girondins, hein, qui ont fait une bonne saison, qui terminent 4e, qualifiés en Coupe de l'UEFA, qui ont mené de front et la Ligue des Champions et cette qualification en Coupe d'Europe. Alors l'Olympique Lyonnais, vous l'avez vu, sauve sa 3e place, mais le nul de l'Olympique Lyonnais ne leur permettait plus de rattraper le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui, avant le match, avait besoin d'un nul pour être assuré de jouer directement la Ligue des Champions. Et ce point, les Parisiens devaient aller le chercher à 3. 3 qui, lui aussi, avait besoin d'un point pour assurer cette fois le maintien. Une situation étrange. Quand un même résultat fait le bonheur des 2 équipes, on se dit qu'il ne peut pas y avoir de match. Eh bien, il y en a eu un. Et il nous est résumé par Denis Balbir. Et oui, il y a eu un match, Hervé, et un beau match, surtout une belle première période avec des Parisiens dont l'attaque est assez alignée. Christian à côté de Kaba Diawara, mais c'est 3 qui mènent tout de suite la danse avec Boutal, une frappe de Boutal, et vous l'avez vu, ce ballon est très nettement rentré dans le but de Bernard Lama, mais inexplicablement, M. Kalt et ses assesseurs vont l'annuler. Peut-être gêné par le soleil. En tous les cas, le ballon est bel et bien rentré et de très très loin sur ces ralentis que l'on vous propose. La frappe très pure de Boutal derrière la ligne de Bernard Lama. Alain Perrin demande à ses hommes de se calmer, de se taire et de jouer au football. Et bien c'est ce qu'ils essayent de faire. Et là, Aliou Cissé arrête de manière illicite Samuel Boutal. Cette fois, M. Kalt a sifflé penalty. Djukic le transforme. Bernard Lama s'était illustré l'autre fois à Bastia en arrêtant celui de Frédéric Ney, en encaissant celui de Petersen. Et bien cette fois, il ne peut rien faire contre le 3e penalty transformé par Djukic. Il avait marqué contre Montpellier et Nancy. Réaction du Paris Saint-Germain avec ce coup franc superbe de Laurent Robert, qui inscrit là son 10e but de la saison en première division. C'est l'homme, un but par match en ce moment, Laurent Robert. Bonne opération pour le Paris Saint-Germain, donc, qui égalise sur ce coup franc en rentrant, qui bat donc Tony Ortebis. Mais 3 essaye de se défendre parce que Paris Saint-Germain attaque avec Christian. Christian qui se défait de Jezierski. Puis maintenant d'Adam. Regardez le slalom de Christian, le Brésilien a un talent fou, on le sait. Il marque son 16e but en première division et surtout le premier depuis le 11 mars dernier. C'était à Sedan, la 28e journée. Depuis, il était resté extrêmement silencieux. Christian est bien là, il fait parler la poudre et son talent explose à nouveau. 2-1 pour le Paris Saint-Germain. On joue toujours la première période. Alain Perrin essaie de replacer ses hommes. Il se rend compte également que sur les autres terrains ça bouge. Boutal et Djukic pour le doublé. Djukic qui inscrit là son 10e but de la saison. Le sauveur de 3, peut-être 2 buts partout, avec ce superbe centre de Saifi prolongé par Boutal. Et Djukic, qui connaît bien la complicité de Boutal, réussit à pousser ce ballon
dans les buts de Bernard Lama pour le dernier match de Bernard Lama sous les couleurs du Paris Saint-Germain. 242e match de Bernard Lama. Il a passé le gardien Baratelli, mais pas encore Joël Batz. On écoute les scores sur les différents stades. Deuxième période et Christian dans la surface de réparation. Un centre derrière la cage de Tony Ortebiz. Inutile de vous dire que ce match nul, 2 buts partout, fait les affaires de tout le monde pour l'instant. Mais ce n'est pas terminé avec ce coup franc superbe mais au-dessus de la barre de Bernard Lama. 2 buts partout, c'était d'ailleurs le score des 3 matchs nuls concédés par les Troyens depuis le début de la saison, qui ont réalisé quand même 13 victoires. Et c'est terminé sur ce coup de sifflet. La bonne affaire de Troyes et du Paris Saint-Germain, avec les échanges de maillots et l'analyse de Philippe Bergerot. C'est vrai qu'à 2-2 ou à 2-1, on n'a pas toujours rigolé. Hein. Et puis bon, ça s'est bien goupillé. Et à partir de là, je crois qu'on mérite cette deuxième place, étant donné que pratiquement depuis le début de la saison, on est toujours resté dans les 4 premiers. On retournera peut-être à 3 tout à l'heure pour la réaction des Troyens. Les Troyens qui ont obtenu leur maintien en première division grâce à ce point du match nul. Et le Paris Saint-Germain, c'est quand même l'une des grosses infos du jour, retrouve la Ligue des Champions 2 saisons seulement après l'avoir quitté. J'attends qu'on me dise où on va. On va aller peut-être à Lens, parce qu'avant de parler de la course au maintien qui a été épique, on va faire une petite parenthèse avec un match que vous avez peu vu durant le multiplex. C'est Lens-Strasbourg. C'était un match qui avait tout de même son importance, puisque les deux équipes étaient, avant de le disputer, 7e ex aequo. Le vainqueur pouvait donc se retrouver 5e et se qualifier pour l'Intertoto. Philippe Brouet était à Lens ce soir. Vous êtes là. Vous voyez à l'instant. Voilà. Philippe, vous m'entendez? On va reprendre, recaler votre sujet. On va recaler votre sujet et puis on va repartir pour votre résumé. Parce qu'on a eu des petits problèmes de son sur le début de votre liaison. Donc c'est le résumé de Lens-Strasbourg. Dès que vous êtes prêts, vous nous le dites. Et puis on peut partir pour ce résumé avec une coupe Intertoto qui était donc l'enjeu de cette rencontre entre les Lensois et les Strasbourgeois. Est-ce que vous êtes prêts à Lens? C'est prêt à Lens. On y va pour ce Lens-Strasbourg. Voilà, on a droit à la deuxième partie de ces jonglages. On vous le disait tout à l'heure, c'était la fête 3 heures avant le coup d'envoi ici du côté du stade de Bollaert. Bien sûr, à Bollaert, on veut du côté de Lens accrocher cette fameuse 5e place, une place plus intéressante que d'autres clubs pour l'Intertoto. Une information à propos de Dacour, qui fait un bisou la queue de rue. Eh bien, Dacour jouera à Leeds la saison prochaine. Ce sont les Strasbourgeois qui démarrent fort bien dans ce match. Après 5 minutes, ils vont se créer une première grosse occasion avec Peggy Luyindula face à Sébastien Chabert. Et Luyindula, il peut ne pas être heureux. Regardez son ballon, il est repoussé juste par l'arête de la transversale. Début de Chabert qui remplace une nouvelle fois, ça avait été le cas à Bordeaux, qui remplace Varmuz. Encore une occasion, 2 minutes plus tard pour les Strasbourgeois. Luyindula, il va tenter une nouvelle fois seul. Finalement, il réussit à centrer et ce ballon va revenir devant les buts lensois. Et c'est finalement Valérien Ismaël qui supplée Sébastien Chabert. Peu d'occasions dans le premier quart d'heure du côté de Lens, mais déjà une équipe de Strasbourg très en vue. En voilà une balle intéressante peut-être pour les Lensois avec Lamine Sako qui frappe et le grand écart réussi par Thierry Debesse qui repousse le premier ballon intéressant des joueurs de François Brisson. Lens encore avec Olivier Dacour. Long ballon, Debesse est sorti, la tête de Moreira dans le filet, mais c'est le petit filet. Daniel Moreira qui est devancé ou presque par Thierry Debesse, qui est gêné en tout cas. Et cette balle est à côté, 0-0 entre Lens et Strasbourg à la mi-temps. D'entrée de jeu, Lens en deuxième période va accélérer sur les buts de Debesse. C'est presque la même occasion que tout à l'heure. Le même duel entre Debesse et Moreira. Mais cette fois, Moreira a sauté bien plus haut et cette fois le ballon est cadré. Ouverture du score ici à Bollaert, 1-0 pour les Lensois qui retrouvent une nouvelle balle intéressante avec toujours Moreira en pointe de l'attaque ce soir du côté des Lensois. Beaucoup de fois on a vu Moreira. Collet qui donne un nouveau ballon à Philippe Brunel. Brunel va tenter sa chance réussie. Deuxième but pour Lens et vous allez le voir. C'est un exploit pour Philippe Brunel. Il a marqué une seule fois là dans la saison. Regardez ce bel extérieur du pied gauche qui envoie ce ballon plein cadre et au-delà des possibilités de Thierry Debesse. Bollaert euphorique. Bollaert en pleine haut là à 20 minutes de la fin
de cette partie. On rappelle que les Lensois viennent de battre Lyon, viennent de battre Bordeaux. Et pourquoi pas un nouvel exploit ce soir avec d'autres buts. Réaction des Strasbourgeois qui se dégagent comme ils le peuvent. Ils n'ont pas réussi vraiment à attaquer. C'est Lens qui repart. Lens à l'attaque avec Morera. Il est passé sur Janka. Morera, deuxième duel victorieux face à Dobès. Et Daniel Morera, qui était souvent blessé, qui a eu une saison en dents de scie, a marqué 2 buts dans toutes ces saisons. Et bien voilà 2 autres ce soir en 1 heure de jeu ou un petit peu plus. Et puis Yann Lachor là au milieu des dirigeants du Racing Club de Lens. Yann Lachor est en train tout simplement de s'échauffer et les dirigeants ont décidé de faire la fête avec Lachor. On est à 10 minutes de la fin de cette partie. Nouveau ballon pour les Lensois avec Corridor qui frappe et 3e exploit de Morera. Dans cette fois, le ballon est repoussé par un poteau strasbourgeois. Yann Lachor, on le retrouve, il est toujours à l'échauffement, il va peut-être pas rentrer. En tout cas, il fait signe aux caméras de bien montrer là où se passe le spectacle ce soir. Euphorique le public de Lensois. Il y a eu un petit bémol à donner. Monsieur Sars a expulsé Janka pour ce mauvais geste en fin de partie. Mais le résultat est là. La bise maintenant du président Martel pour François Brisson, l'entraîneur. Et la fête ce soir qui continue en ce moment même, Hervé, pour des Lensois qui vont décider fin mai s'ils feront l'Intertoto. On penche pour oui, pour faire plaisir, notamment au public. Et les Lensois qui font une magnifique saison, un demi-finaliste de la Coupe de l'UEFA et finalement 5e, il termine 5e de ce championnat 2000. C'est quand même un très bon résultat lorsqu'on sait, et ça illustre bien le côté foot de ce championnat, qu'ils ont été très près de la relégation pendant une grande partie de l'hiver. Alors en tant que 5e, les Lensois seraient exemptés du premier tour de la Coupe Intertoto. Ils ne la commenceraient que les 15 et 22 juillet. L'adversaire potentiel des Lensois serait allemand, suisse ou finlandais. Franchement, 15 ou 22 juillet, je pense que les Lensois devraient décider vraisemblablement, et vous nous le confirmez Philippe, qu'ils devraient jouer cette Coupe Intertoto. On va attaquer un gros morceau de cette ultime journée, c'est la descente. Alors on sait déjà que Montpellier et que Le Havre sont en Division 2. On a vu que Troyes tout à l'heure a obtenu le point du match nul qui lui a permis également de se sauver. Il reste une place que 5 équipes veulent à tout prix éviter. Les Nantais ont remporté, vous le savez, pour la 2e année consécutive, la Coupe de France en battant Calais en finale. Mais cette victoire ne sera rien si le FC Nantes Atlantique descend en Division 2. C'est le match le plus important de l'année que disputaient les Nantais sur le terrain d'une équipe havraise qui ce soir disait adieu à 9 ans de première division. Stéphane Guy. Et c'est peut-être, Hervé, l'un des matchs les plus importants de l'histoire du FC Nantes en première division. C'est le 1379e match consécutif des Nantais en D1. Les Nantais sous pression avec ce premier coup franc signé Xavier Gravelaine qui frôle le poteau de Mickaël Landreau. Xavier Gravelaine formé au FC Nantes mais qui n'a pas l'intention de faire des cadeaux à son club formateur ce soir. La réponse nantaise avec Carrière, Savino pour Olivier Monterrubio. La frappe d'Olivier Monterrubio repoussée par Sébastien Hamel. Olivier Monterrubio titularisé à la pointe de l'attaque nantaise pour la première fois depuis le 3 décembre dernier. Francis Osmeri qui lui devrait suivre le président Hureau dans sa démission. Corner pour les Havrais avec une tête de Thomas Degnaud, le ballon qui effleure le haut du crâne de Thomas Degnaud et qui passe encore très près des buts de Mickaël Landreau. Loin, très loin d'être serein les Nantais sur la pelouse de Deschazos. Les Nantais qui procèdent en contre avec l'ouverture de Sibierski pour Marama. Veirua qui s'enfonce dans la surface de réparation, croise parfaitement la frappe. Il y a un an, Marama Veirua effectue ses premiers pas en première division sur la pelouse havraise. Cette fois, il marque son premier but au plus haut niveau. Marama Veirua, immense bonheur du buteur tahitien. Ça me donne beaucoup de bonheur ce but-là. En plus, Mickaël Landreau qui n'arrête pas de me chambrer depuis que je joue avec, depuis que je suis dans le groupe, que je ne vais jamais marquer et que on s'est lancé des petits pics disant aujourd'hui moi je disais je vais marquer. Et Marama a gagné son pari avec Mickaël Landreau. Nantes qui mène 1-0 à la mi-temps. Le choc en début de deuxième période entre Kustovic le Bosniaque et Gillet le Nantais. Kustovic qui sera évacué sur une civière. Des points de suture devront lui être apposés. Les Havrais qui entament bien la deuxième période comme la première d'ailleurs. Le Sage, le centre et c'est Stéphane Lièvre qui là est très près de tromper son propre gardien. Stéphane Lièvre de retour comme titulaire. Il avait manqué la finale de la Coupe de France dimanche dernier. Salomon Lambé rentré à la place d'Olivier Monterrubio. Il met le feu sur le côté gauche. Le centre de Lambé repoussé par Hamel dans les pieds de Sibierski.
Pas de 24e but cette saison pour le meilleur goléador lentais, à savoir Antoine Sibierski. Les Havrais qui jusqu'au bout jouent le jeu, jouent leur rôle d'arbitre de championnat de première division avec Xavier Gravelaine et cette fois la claquette magistrale de Michael Landreau dans la foulée. Xavier Gravelaine qui aura été l'attaquant le plus dangereux du Havre sortira. C'était la dernière frappe des Havrais en première division. Le Havre qui rejoint la deuxième après 9 années passées au plus haut niveau. La descente des Havrais et le maintien du FC Nantes qui lui effectuera une 38e saison consécutive dans l'élite. Reynaldo Lax peut saluer son adjoint Georges Héo. Nantes est sauvé et l'émotion est presque aussi forte qu'il y a 8 jours en Coupe de France. Ouais, c'est certain que la plus grande joie, c'est plus fort que la finale de la Coupe de France. C'est ce maintien et c'est vraiment une énorme satisfaction pour nous. Et maintenant, on peut dire que le travail est accompli et sans ça, c'est pas possible. Et quand on voit ces spectateurs et tout ça, c'est vraiment fantastique. Et quoi qu'il arrive, on doit tout à Nantes pour nous. Nantes reste donc, Hervé, ce soir le plus ancien club de la première division française. Ouais, beaucoup de joie, c'est vraisemblablement plus important encore que la victoire en Coupe de France. Les Nantais qui effectivement restent en division 1. Les Havrais, eux, mettent fin donc à 9 saisons en division 1 et à 20 ans de présidence de monsieur Hureau, le président Hureau a annoncé qu'il quittait la présidence du club doyen. Il sera vraisemblablement remplacé par Jean-Pierre Louvel, et on a appris également que Francis Smericki, l'entraîneur du Havre, allait quitter le club. Nantes sauvé, donc une autre équipe qui était menacée, c'est Rennes. Le Stade Rennais était ambitieux en début de saison, vous vous en souvenez, il rêvait d'Europe. Eh bien, il doit ce soir sauver sa peau. Une victoire, c'est ce dont les Rennais avaient besoin absolument face à Metz. Et pour bien nous prouver l'importance de ce match, les dirigeants rennais avaient décidé d'anticiper l'ouverture de la nouvelle tribune. Il y avait donc 22 000 personnes ce soir pour pousser le Stade Rennais vers le maintien. Christophe Josse. Et l'affluence record dans ce stade de la Route de Lorient avec l'ouverture de la toute nouvelle tribune. Cette nouvelle tribune nommée PPR. Attendez Christophe, tout à l'heure c'était le son, cette fois c'est l'image qui est restée figée au stade de la Route de Lorient. Donc même chose que tout à l'heure, on va patienter le temps que tout soit possible. Et puis ben voilà, c'est fait, il suffit de demander. On retourne à Rennes où il faisait soleil tout à l'heure à 20 h pour le coup d'envoi. À vous Christophe. Oui, soleil et surtout une tribune loin d'être figée, une tribune qui s'est complètement enflammée quelques minutes après l'échauffement des joueurs parce qu'elle était pleine. Cette tribune PPR du nom de son partenaire Pinot Printemps Redoute qui permet aux Rennais d'offrir à ses supporters les plus fidèles ce premier contre mené par Chabani Nonda alors que les Rennais ont bien mal entamé le match et surtout qu'ils subissent les assauts des Messins qui ont pris les affaires en main dans cette rencontre. Mais les Messins qui s'exposent pour la première fois dans cette rencontre après 20 minutes de jeu. Il faut un super Lionel Letizy face à Chabani Nonda, le meilleur buteur rennais. Pour le reste, les Messins exercent un pressing très haut, tout proche de la surface de réparation adverse, à l'image de Chemel qui permettent à Stéphane Morisot de tenter sa chance et surtout de mettre à l'ouvrage Christophe Revaux qui est certainement le plus à l'ouvrage dans cette première période. Il y a trop de ballons perdus au milieu de terrain par les Rennais qui perdent la lutte très âpre du milieu de terrain, qui permet là à Louis Saha de rentrer dans cette surface de réparation et à son tour à Louis Saha d'alerter Christophe Revaux très vigilant et qui doit s'employer. Cette frappe était cadrée, donc de la crispation sur le banc rennais avec Yves Colleux et Paul Le Guen qui ont des soucis à se faire, surtout qu'on demandait à la pause à leurs joueurs de gagner cette bataille du milieu de terrain. C'est ce qu'ils font. Cette fois les récupérations de balles sont rennaises, sont rouges et noires. Les Bretons sont les maîtres du ballon dès le retour des vestiaires, ce qui occasionne un coup franc pour cette faute sur Chabani Nonda, un coup franc que s'apprête à tirer Jocelyn Gourvenec. C'est parfaitement enveloppé, insaisissable pour Lionel Letizy suppléé dans un premier temps par son poteau, mais derrière il ne peut rien face à l'arrivée de Yohan Bigné qui marque là son premier but du championnat, son premier but de la saison. C'est un but vital pour le Stade Rennais et son existence en première division, son maintien en première division. Après un peu plus de 50 minutes de jeu, Yohan Bigné donne un vrai ouf de soulagement dans le stade, un stade qui s'enflamme dès lors complètement parce que Rennes a les choses bien en main. Premier but de la saison pour Yohan Bigné. Metz est mené 1-0. C'est la joie, c'est l'euphorie pour Christophe Revaux, mais c'est l'euphorie également dans le jeu pour les Rennais qui ont désormais tous les atouts en main pour remporter ce match et surtout qui dominent de la tête et des épaules cette rencontre avec un Chabani Nonda qui oriente tout cela tout proche de la surface de réparation. Un ballon qui arrive jusqu'à Jocelyn Gourvenec, une nouvelle tentative de Jocelyn Gourvenec, un Gourvenec insaisissable à l'image de Christophe Leroux dans la deuxième période. Gourvenec et Leroux qui
qui sont les deux initiateurs des meilleurs mouvements bretons dans cette deuxième période. Pour preuve, les Bretons qui récupèrent tous les ballons au milieu de terrain. Là, c'est le capitaine Grégoire qui alerte sur le côté Bigné et qui l'on retrouve dans l'espace libre. Eh bien, c'est Leroux, l'ancien Nantais, qui est allé s'engouffrer. Il est aujourd'hui bien rennais. Il permet surtout aux Rennais d'être délivrés peu après l'heure de jeu 2-0. Comme on dit, le break est fait. Lionel Letizia n'y peut rien face à cette frappe terrible de Leroux qui va se ficher sous la transversale du gardien messin. Peu après l'heure de jeu, l'avantage est de 2 buts. Les dernières souffrances pour Christophe Revaux sur un coup de pied arrêté, celui de Frédéric Mérieux. Il connaît la qualité de frappe du gaucher Mérieux, meneur de jeu du Football Club de Metz. Et bien, cette frappe-là va mourir à quelques centimètres à côté du poteau de Revaux. Les dernières salves offensives des Bretons, il y a de plus en plus d'espace en la fin de match au milieu de terrain. Et Diouf qui vient d'entrer en jeu en profite. Diouf qui lui aussi ajuste Lionel Letizia. Ça passe d'un rien à côté du cadre de Letizia. C'était la dernière occasion du match. Et au terme de cette rencontre, le soulagement pour les Rennais, c'est ce que confirme Paul Le Guen arrosé au micro de Carl Olive. Ouais, je suis très content pour les supporters de Rennes parce qu'on nous a fait souffrir cette année et de s'en sortir, ça sauve tout. En seconde période, c'était des Rennais transcendés qui sont apparus sur la pelouse. Oui, on savait qu'on allait devoir gagner et je pense qu'on a joué comme il le fallait pour obtenir la victoire. Maintenant, on va penser à la saison prochaine tranquillement. On va surtout récupérer parce que c'est très éprouvant et j'ai forcément une pensée pour l'entraîneur qui va descendre ce soir. Il n'est pas moins compétent, il est simplement moins heureux que nous et moins chanceux que nous ce soir. Après le soulagement des Nantais, le soulagement des Rennais, Rennes qui conserve donc sa place en première division, tout comme Troyes qui a obtenu le nul contre Paris 2-2. Troyes qui se maintient. Tout à l'heure, nous n'avions pas entendu la réaction des Troyens. Écoutez, Alain Perrin, il est interviewé par Lucien Dabila. On savait que ça serait une soirée difficile parce que bon, je crois que les deux équipes ont fait honneur au football professionnel. On est vraiment un match plein, chacun ayant des bonnes intentions pour essayer de gagner le match, prenant l'avantage tour à tour. Et nous, on a eu le mérite, effectivement, en mener 2-1, de pouvoir revenir au score. C'était vraiment pas évident. Et donc, je suis très satisfait d'avoir fait un match nul ce soir. L'objectif de début de saison, c'était le maintien en première division. Vous l'avez atteint. C'est une grande satisfaction pour vous? Oui, non seulement on a acquis le maintien, mais surtout avec un total de points de 43 points. Et déjà, ça, c'était remarquable pour nous, avec beaucoup de joueurs qui découvraient cette première division. Donc, c'était effectivement un objectif avoué. Maintenant, c'est mission accomplie. À Troyes qui sera l'an prochain en première division, tout comme Saint-Étienne et Sedan. Les 3 promus cette saison se sont maintenus, ce qui est quand même assez rare pour être signalé. Donc la descente va se jouer entre Nancy et Marseille. À 20 h, ce sont les Nancéens qui avaient le Mistigri, la maudite 16e place, synonyme de D2. Les Nancéens devaient compter sur le résultat des autres et bien sûr gagner face à Auxerre de Giroud. Giroud pour la dernière fois sur le banc ce soir. Cyril Linette pour le résumé. Et Nancy n'oublie pas avant le match de fêter Tony Cascarino, plus de 600 matchs en pro, 250 buts, dont 13 encore cette saison avec Nancy. Il jouera la saison prochaine au Red Star. Bon début de match des Nancéens qui doivent donc s'imposer. Première frappe ici signée Fabien Lefebvre. Et puis une première occasion pour l'AJ Auxerre avec cette frappe lointaine de Jean-Sébastien Jaurès. C'est tout pour une première demi-heure où le match est parfaitement équilibré. Puis la fin de la première mi-temps avec Nancy qui va pousser et se créer plusieurs occasions. D'abord celle-ci avec cette bonne remise de Lefebvre vers Zéalcino. La frappe de Zéalcino est légèrement détourné par un excellent et très tonique Fabien Coll une nouvelle fois. On va retrouver les Nancéens dans les toutes dernières minutes de cette première mi-temps avec cette frappe du Marocain Chiba, encore une grosse occasion et encore la parade de Fabien Coll. Nancy venait de prendre 5 points face à Monaco, Nantes et l'Olympique de Marseille. Nancy en forme qui pousse en fin de première mi-temps. Un ballon ici qui va récupérer Samuel Viard. La frappe de Viard, elle est détournée. On va le voir sur le ralenti par Fabien Coll une nouvelle fois sur son propre poteau et elle ne franchira pas la ligne de but auxerroise. C'est la plus grosse occasion pour Nancy dans cette première mi-temps. 0-0. Méniri a le sourire parce que Nancy croit toujours en ses chances. Guy Varchor remplacé par Cissé. A noter qu'à Auxerre, on annonce que Daniel Roland, responsable du centre de formation, devrait remplacer Giroud. La nouvelle devrait être officialisée demain. Lors d'une conférence de presse, on suit ensuite cette frappe de Zéalcino, début de deuxième mi-temps qui ressemble à la fin de la première mi-temps avec Nancy qui domine. Zéalcino, très talentueux, encore une occasion pour le Brésilien. C'est le plus gros transfert de l'histoire de l'AS Nancy-Lorraine. Il symbolisait l'ambition nancéenne cette saison, Zéalcino, et il est très très bon en cette seconde période. 2 occasions et puis ensuite se débouler. Il est face à Jean-Sébastien Jaurès. Il va centrer parfaitement Zéalcino pour la tête de Tony Cascarino, second poteau, et le géant irlandais marque une nouvelle tête. La
la énième de sa carrière, la joie de Bertrand Laquet. Nancy passe pour le moment la barre des relégables grâce à ce but inscrit par Tony Cascarino. Superbe travail de Zé Alcino, c'est le 14e but cette saison pour l'Irlandais. Nancy mène face à les Auxerrois qui peu à peu baissent de pied dans ce match. Et on retrouve Nancy juste après, 10 minutes plus tard. Encore un centre de Lefebvre et encore une tête de Tony Cascarino qui signe des adieux parfaitement réussis. En tout cas sur un plan individuel, Bertrand Laquet a déjà fait signe à son banc de touche et s'inquiète des autres résultats. Doublé donc de l'Irlandais Cascarino, 14e et 15e but d'une nouvelle saison très réussie pour lui. Nancy mène 2-0 et derrière ce match ne ressemble plus à grand chose. Auxerre n'y croit plus et puis les dirigeants d'anciens et Laszlo Bologna demandent les résultats des autres matchs. Giroud lui est un petit peu triste car cette dernière partie est perdue par la GIA. On va s'arrêter sur cette dernière action et sur ce but donc de Cascarino, 0-0. C'est le score final. Derrière, les Nanciens restent de longues minutes à attendre le résultat de Sedan-Marseille, un résultat qui va tomber quelques secondes plus tard. Voilà, et quelques secondes plus tard pour nous également, puisque nous allons aller voir beaucoup de cartons jaunes ce soir. Nous allons aller voir ce qu'a fait Marseille ce soir en déplacement à Sedan, car cette victoire des Nancéens mettait vraiment l'Olympique de Marseille en danger. Du coup, les Marseillais avaient absolument besoin d'un match nul pour assurer leur maintien en première division. Les Sedanais, eux, ne leur feront pas de cadeau. Ils veulent protéger leur 5e place et une qualification pour la Coupe Intertoto. Résumé de Grégoire Margoton. Oui, Hervé des Sedanais qui espérait encore la Coupe Intertoto à l'issue, il faut le dire, d'une saison magnifique, et Marseille qui n'espérait qu'une seule chose, le maintien en première division. Beaucoup de supporters marseillais qui ont fait le voyage à Émile Albo et d'entrer une domination sedanaise avec une première précision, c'est bien Stéphane Trévisan qui garde les buts marseillais. On va le voir en action face à Alex Di Rocco, plus rapide que la défense marseillaise, plus rapide que Franck Dumas. Stéphane Porato est donc resté à Marseille et Sedan dans un début de match un peu tranquille de chaque côté, domine quelque peu. Casoni est évidemment un petit peu angoissé et Sedan toujours à l'attaque. 33e minute, une longue transversale et regardez ce centre sans contrôle d'Olivier Quin et qui surgit Mathieu Verschure pour son premier but pour Sedan. Consternation évidemment sur le but, sur le banc marseillais. Sedan mène 1-0 après 33 minutes. Le geste magnifique d'Olivier Quin, le gaucher sedanais, et la reprise sans contrôle de Verschure. À ce moment-là, Marseille est en plein doute évidemment. Marseille qui va évidemment aussi réagir. 44e minute au meilleur des moments possibles. Regardez Robert Pires qui s'efface pour laisser Jérôme Leroy tranquillement et avec grande précision tromper Nicolas Sachi. L'intelligence de Pires et derrière le réalisme de Jérôme Leroy. Un partout, ça va beaucoup mieux pour Marseille, ça va beaucoup mieux pour les supporters marseillais. À la pause donc, un partout entre Sedan et Marseille. Et Marseille va revenir avec d'autres intentions en seconde période. Regardez par exemple cette première tentative de Cyril Pouget. Et derrière ce but de Cyril Pouget, croit-on, en tout cas pendant quelques secondes, il est refusé par Monsieur Bré. Le drapeau s'est levé sur le côté, pas pour Cyril Pouget. On va le revoir au ralenti. On suit le centre de Jérôme Leroy. Pouget touche bien ce ballon, mais derrière lui, il y a un autre homme qui va le toucher, ce ballon. C'est Sébastien Pérez du pied qui le prolonge dans les filets. Et Sébastien Pérez, lui, était hors jeu. Donc un partout, un but logiquement refusé. Et Patrick Rémy, lui, toujours confiant, il sait que ses joueurs sont capables de tout et à tout moment suivre quand même Cyril Pouget qui multiplie les appels de balles pour cette nouvelle reprise de volée à côté. On jouait la 62e minute. Bakayoko maintenant, on s'est transporté vers la 69e minute. Bakayoko avec, regardez Robert Pires, l'accélération, la percussion, c'est ça qui va faire la différence. Centre de Pires, bon contrôle de Bakayoko, le contrôle du gauche et la frappe du droit enchaînée du buteur ivoirien qui vient inscrire son 8e but de la saison pour Marseille. Il devient ainsi le meilleur buteur olympien de la saison et qu'il est important ce but et qu'il redonne le moral au banc marseillais. Regardez la réaction de Bernard Casoni. 2-1 à ce moment-là pour l'OM qui, quoi qu'il arrive ailleurs, est toujours en première division. Et se méfier évidemment de Pierre de Bloch parce que les Sedanais n'ont pas oublié eux leur rêve d'Intertoto et continuent à pousser. Pancho, c'est bien sûr Abardonado, Jacques Abardonado, auquel s'adresse Bernard Casoni qui a peur évidemment dans ces dernières secondes. Encore de Bloch qui va décaler côté droit Verschure face à Sébastien Pérez. L'accélération de l'ancien Castelroussin, ce centre, une tête de Di Rocco qui fuit le cadre de Stéphane Trévisan. Di Rocco avec Frigard en fin de partie. Frigard, le grand Norvégien qui a remplacé Pius Ndiefi. Encore un coup franc et cette fois-ci,
C'est Laurent Huard qui venait juste de rentrer avec son Catogan qui vient égaliser 88e minute. Et là encore de l'angoisse pour le banc marseillais, car il reste un petit peu plus de 2, 3, 4 minutes peut-être au Sedanais pour éventuellement marquer un 3e but qui condamnerait à ce moment-là l'Olympique de Marseille à la 2e division. Beaucoup d'angoisse après cette égalisation de Laurent Huard. Il se demande combien de temps il reste, évidemment. Bernard Casoni, il regarde le délégué, il regarde l'arbitre, alors qu'on revoit une dernière fois cette tête de Laurent Huard. Et finalement, Monsieur Bré libère tout le monde. Le score final 2-2. Yves Marchand sait que l'Olympique de Marseille reste en première division pour simplement 2 buts de différence par rapport à l'AS Nancy-Lorraine. La meilleure place pour Marseille et évidemment Sedan en Intertoto. Effectivement, pour ce dernier match de l'histoire au stade Émile Albo, puisque Sedan entrera dans son nouveau stade Diego Gaez à partir du mois de juillet prochain, et Sedan qui donc jouera la Coupe Intertoto. On va retrouver Grégoire Margoton en direct justement d'Émile Albo. Vous le disiez, un gros, énorme soulagement pour l'Olympique de Marseille qui a été à 1 but en fin de match. Si les Marseillais encaissaient un 3e but, ils allaient en D2. On a dû trembler, on a tremblé ici à Émile Albo, sur le banc marseillais, on a dû trembler évidemment à Marseille. Et vous le disiez, le seul mot qui vient à la bouche de tout le monde après cette soirée difficile pour les Marseillais et pour leur nerf, c'est le soulagement que nous exprime Bernard Casoni et Robert Pires. On les écoute. Et on a vécu 6 mois difficiles, 6 mois d'attaque envers l'équipe, envers le club. Maintenant, je suis content pour les joueurs parce qu'ils sont donnés à fond. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans des conditions difficiles. Bon, c'était pas évident pour eux. Donc je suis très content pour eux, puis surtout pour tous les Marseillais, pour tous ceux qui aiment l'Olympique de Marseille et qui aiment voir l'Olympique de Marseille dans les meilleures conditions aussi. Bernard, on a vu une équipe de l'OM ce soir très conquérante, très sûre d'elle. Honnêtement, avant le match, est-ce que vous avez douté un seul instant? Non, douter non, mais bon, quand on voit qu'on nous refuse encore un but, qu'on nous accorde des coups francs qui sont un peu litigieux, on peut se poser plein de questions aussi, mais bon, ça fait partie de la saison et bon, on a souffert jusqu'au bout. Et ben, c'est la saison qui voulait ça. Maintenant, ben, on est sorti vainqueur de tout ce qu'on a pu vivre. Ben, tant mieux pour les joueurs, tant mieux pour le club. Ce soir, c'était l'image de la saison qui a été difficile, qui a été dure. Il a fallu se battre jusqu'à la dernière minute, puisque jusqu'au bout, Sedan y a cru. En plus, on a fourni encore une nouvelle fois une bonne prestation à l'extérieur. Quand je vois les 4 derniers matchs de l'Olympique de Marseille, on peut voir qu'on a pratiqué un beau football. On peut terminer sur 4 victoires d'affilée. Bon, c'est vrai qu'on s'est fait peur sur quelques coups des équipes adverses. Mais bon, vous savez, on va pouvoir partir l'esprit tranquille, surtout en vacances, bien sûr pour certains. Donc c'était ce soir l'objectif. Ouais, c'était l'objectif des Marseillais, rester en première division. Yves Marchand et Robert Louis Dreyfus ayant annoncé à l'issue de la rencontre qu'ils restaient, eux, à l'OM pour reconstruire, disent-ils, peut-être pas, avec Robert Pires qui évoquait Arsenal après le début de la rencontre. Vous voulez écouter aussi Patrick Remy, à qui Philippe Tis, qui interviewait ce soir sur Kiosque, a annoncé pratiquement en direct, il y a quelques minutes, la participation de Sedan en Intertoto. Ah oui, il paraît, faut que ça soit officialisé. Et donc c'est quand même exceptionnel. C'est une saison de marquée d'une pierre blanche. Bon, ben, faudra en profiter. Puis, moi, je remercie tous les joueurs, tout le groupe, les dirigeants qui m'ont appelé il y a 24 mois. Quelle que soit maintenant la suite, je pense que c'est des moments importants que j'oublierai jamais. Et puis, j'ai aussi beaucoup de chance de tomber sur un groupe exceptionnel qui est composé de gars bien. Alors justement, Patrick, des choses exceptionnelles que vous n'oublierez pas. Est-ce que ça veut dire quelque part, parce qu'on a lu beaucoup de choses ces derniers temps, que vous étiez prêt peut-être à quitter ce club? J'ai jamais été prêt à quitter ce club. J'ai toujours dit, j'ai été contacté. Ça me fait beaucoup d'honneur. Mais j'ai 2 ans de contrat et si je peux encore faire un bout de chemin avec le groupe, c'est bien. Donc Patrick Remy sera encore à la tête de Sedan la saison prochaine? Bah, si les dirigeants souhaitent me garder, je devrais être au club la saison prochaine. Et au club à Sedan, ou peut-être à Auxerre, ce sera ou Daniel Roland, ou peut-être Patrick Remy. En tout cas, les conséquences, Hervé, c'est que Sedan jouera l'Intertoto et Marseille reste en première division. Merci Grégoire. Et la conséquence du fait que Marseille reste en première division, c'est que Nancy descend en 2e division. Vous avez vu ces images dans le résumé tout à l'heure de Cyril Lined, les Nancéens qui avaient terminé, on va les voir, les Nancéens avaient terminé leur match. Il restait 1 minute à jouer du côté de Sedan. Les Nancéens qui ont attendu un hypothétique but sedanais qui
qui leur aurait permis de rester. Et finalement, l'info est tombée 1 minute après. Eh bien non, cette victoire de Nancy face à Auxerre a été inutile. Nous allons rejoindre en direct du stade Marcel Picot de Nancy l'entraîneur de l'AS Nancy-Lorraine, Laszlo Bologni. Laszlo, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, vous êtes là. Non, je suis absent. Merci d'être là, Laszlo. Vous êtes absent, vous êtes peut-être en tout cas oui, dans les nuages. Je suppose que ça doit être particulièrement rageant d'être relégué après une victoire comme ce soir. Rageant, non, plutôt triste, parce que cette défaite, il arrive après une victoire. Aujourd'hui, je suis content de la prestation de mon équipe. Je ne pense pas qu'on aurait pu faire mieux. C'était un match plein avec beaucoup de dynamisme, avec tout ce qu'il faut. Et puis, malgré tout, on ne peut pas être heureux. Aujourd'hui, on est triste. Voilà. Laszlo, Nancy avait fait paradoxalement un bon championnat. Hein. À un moment donné, vous êtes même retrouvé aux alentours de la 7e, 8e place. Est-ce que finalement, peut-être votre groupe s'est un petit peu emballé? Est-ce qu'il y a une explication comme cela? Non, je suis obligé de vous interrompre. Il ne nous a pas du tout emballé. C'était une période dans laquelle je pense qu'on était au-dessus de nos moyens. On n'est pas si fort pour être 6e ou 7e, et encore. Mais on était toujours, on savait toujours que on va avoir des mauvaises périodes aussi, comme ça passe en football avec des équipes comme le nôtre. De toute façon, vous savez, avant la saison, si quelqu'un me disait que vous allez faire 42 points et puis un average de -2, je pense que j'aurais signé tout de suite. Mais cette année, c'était pas suffisant. C'était pas suffisant, donc c'est pas la peine aujourd'hui d'enterrer tout ce qu'on a fait, d'oublier tout ce qu'on a fait. On a fait des très bonnes choses, on a fait des moins bons aussi. Il faut s'améliorer, mais il faut lever la tête, il faut retrouver de nouvelles énergies pour repartir. Je pense que le championnat, il était patient, de temps en temps, avec des moments très, très dramatiques. Je ne pense pas que je suis correct, mais quelque chose dans mon intérieur, il ne me laisse pas de ne pas dire que de temps en temps, ce championnat-là, il s'agit sur les couloirs de certains stades, vous savez à quoi je pense, et j'ai envie de tirer les oreilles de la Ligue quand il passe passer des choses comme ça. Très bien, merci beaucoup Laszlo Bologni. En tout cas, c'est difficile de se maintenir cette année, puisque 42 points l'an dernier, avec un tel total, vous étiez sauvé. Laissez-moi compléter que je suis prêt à reconnaître que si on est dans cette situation-là, parce que quelque part on n'a pas réussi de faire un petit peu plus, ça c'était notre premier problème cette année. Merci beaucoup Laszlo Bologni, bonne chance en deuxième division l'an prochain si vous êtes encore à la tête de l'AS Nancy-Lorraine. Et on va, Jérôme Revon va nous récapituler tous les résultats de cette ultime journée du championnat 99-2000 avec une seule victoire à l'extérieur et qui coûte cher, qui vaut cher, c'est celle de Nantes sur le terrain du Havre 1-0. On ne va pas rester longtemps sur ces résultats, vous les connaissez fatalement si vous êtes avec nous depuis 20 h. Monaco champion, ça s'est fait, le Paris Saint-Germain qualifié d'office en Ligue des Champions. Lyon jouera le tour préliminaire. Bordeaux, la Coupe de l'UEFA. Lens, Sedan, la Coupe Intertoto. Les Stéphanois disent ce soir qu'ils ne joueront pas cette Coupe Intertoto. Si c'est le cas, s'ils déclinent l'invitation, c'est la JOCR. La JOCR qui s'est dit intéressée, qui en profiterait. Le Havre et Montpellier en D2, c'était déjà fait. Nancy est donc relégué en deuxième division pour 2 buts de différence par rapport à Marseille, à la différence de but. L'image du jour, c'est cette joie conjuguée des Parisiens et des Troyens. Il y avait des gens heureux ce soir au stade de l'Aube. Troyes qui a obtenu le maintien et Paris qui a obtenu la Ligue des Champions. Classement des buteurs, on l'a eu tout à l'heure en direct dans Jour de foot. Sonny Anderson, meilleur buteur du championnat 99-2000, talonné par 2 Monégasques. En deuxième division, vous le savez, depuis hier soir, c'est Toulouse qui vraisemblablement rejoindra la première division en compagnie de Lille et de Guingamp. Et puis rapidement, si on a le temps, regardez la joie. Hier soir, c'était au Stadium après la victoire contre Le Mans 3-0. Si on a le temps, rapidement, les résultats de National. Pour vous dire que Beauvais, le leader, a été battu à Grenoble 3-2, que Martigues s'est imposé à Istres 1-0, qu'Angers a été tenu en échec à Raon-l'Étape 0-0. Beauvais-Martigues monte en D2. Entre Angers et Grenoble, ça reste très chaud car à l'heure de
la dernière journée, eh bien, Angers recevra Grenoble. Angers qui peut encore coiffer sur le poteau, Grenoble qui peut encore coiffer sur le poteau Angers. Voilà, demain, l'équipe du dimanche, à partir de 20h40, avec le Scudetto entre la Juve ou la Lazio. On saura demain qui est champion d'Italie. En Espagne, la Corogne peut être sacrée. Puis on suivra également l'Allemagne et le duel entre le Bayern de Munich et le Bayer Leverkusen. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Jour de Foot. Merci à Thierry Vaillant et Xavier Ossion, toute l'équipe de Jour de Foot qui vous retrouvera dès le 29 juillet prochain pour la première journée du championnat 2000-2001. Salut, pas de générique ce soir, on n'a pas le temps, mais on se retrouve donc au mois de juillet, le 29 juillet. Au revoir. Comme d'habitude à Canal+.